Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour le lancement de la publication du Forum pour l'investissement responsable et de l'Institut national de l'économie circulaire à l'occasion du lancement de la publication. On va essayer de respecter le timing et donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si jamais on n'a pas le temps finalement d'y répondre, on reviendra vers vous à l'écrit en aval de la présentation. Je vais laisser la présidente du FIR, Nathalie Layani, introduire ce webinaire et par la suite, on commencera la présentation. Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'économie circulaire et l'investissement responsable. Merci de vous être connectés. Alors, à l'heure où on parle beaucoup de sobriété, le FIR et l'INEC ont souhaité organiser ce webinaire pour, je dirais, redonner un petit peu ces lettres de noblesse au sujet de l'économie circulaire, qui est un petit peu le parent pauvre des stratégies de transition écologique. Et donc, si on a souhaité organiser cette conférence en ligne aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous présenter le résultat de l'étude que nous avons menée ensemble auprès des entreprises cotées européennes pour voir comment elles intégraient ces sujets, mais c'est aussi pour parler de cette question qui finalement est au cœur de l'actualité et de la façon dont les entreprises et les investisseurs peuvent mieux l'intégrer. Je le disais, l'économie circulaire, c'est un peu le parent pauvre des stratégies de transition écologique, alors que finalement, ces questions de production et de consommation respectueuses des limites planétaires, respectueuses, qui cherchent à réduire le gaspillage et la production de déchets, finalement, ce sont des thématiques qui sont au cœur de la transition écologique. Et on l'oublie souvent, mais toutes les actions en matière d'économie circulaire ont des impacts significatifs sur la réduction des émissions de CO2, sur la préservation des écosystèmes. Et donc, il est urgent de les remettre au cœur de ces stratégies de transition. Si nous avons aussi voulu organiser ce webinaire, c'est parce que nous sommes à une période critique. On parle de sobriété, mais on parle aussi beaucoup d'épuisement des ressources et je dirais finalement du fait que nous vivons à crédit sur la planète. Vous avez certainement entendu parler du concept du jour du dépassement à l'échelle mondiale. Ce jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où dans l'année finalement nous produisons plus que ce que la Terre est capable de régénérer, et bien arrive dès le mois de juillet, donc dès le milieu de l'année, et en France c'est encore pire, c'est dès le mois de mai. Et dans ce contexte, je ne veux pas être trop pessimiste, mais malheureusement, on s'aperçoit que seulement 8,6% de l'économie est consacrée à cette activité d'économie circulaire, selon le rapport Circular Gap de l'organisation Circular Economy. Donc, il est urgent de s'en préoccuper et d'en parler correctement. Il y a beaucoup de définitions de ce qu'est l'économie circulaire, les définitions de l'ADEME, les définitions de la Commission européenne, les définitions de la Fondation MacArthur. Tout le monde s'accorde pour dire que quand on parle d'économie circulaire, on parle de production et de consommation qui limite le gaspillage et l'épuisement des ressources, ainsi que la production des déchets. Nous, au FIR, la définition qu'on aime bien, c'est celle de l'INEC, ça ne vous surprendra pas. C'est celle qui, justement, ne met pas seulement l'accent sur les questions de recyclage et de limitation des déchets, mais qui indique bien que l'économie circulaire, ça concerne toute la chaîne de valeur en termes de production et de consommation, de l'amont à l'aval, et qu'il s'agit d'agir à la fois sur l'éco-conception, très en amont, les modes de consommation, pour aller vers des modes plus responsables, aujourd'hui on dirait plus sobres, plus raisonnés, mais aussi sur donc l'aval, avec non seulement le recyclage des déchets, mais aussi le réemploi, la réparabilité, l'allongement de la durée de vie des produits.
Donc voilà, j'insiste sur ce point. L'économie circulaire, ça n'est pas que le recyclage des déchets. Les pouvoirs publics commencent à s'emparer du sujet. Vous avez dû voir les directives dans le cadre du Green New Deal européen. Vous avez dû voir aussi les éléments qui sont dans la loi anti-gaspillage au niveau national. Les pouvoirs publics s'en emparent, mais on a encore besoin de cadrage et peut-être de réglementation, on en parlera. Les investisseurs aussi. Parce qu'ils ont compris que, d'abord, pour être responsable, il fallait pouvoir investir dans des entreprises qui elles-mêmes intégraient ces enjeux dans leur business model et qui, je dirais, arrêtaient de scier la branche sur laquelle ils sont assis, puisque si on épuise les ressources, finalement, les business models ne sont plus viables et ne sont plus soutenables. Certains d'entre eux ont même mis en place des stratégies sur le sujet et on va en parler avec Candriam et Amundi. Merci beaucoup de participer à ce webinaire. La Banque européenne d'investissement, de son côté, mobilise maintenant des enveloppes conséquentes sur les sujets d'économie circulaire. C'était 2,7 milliards d'euros entre 2016 et 2020. Aujourd'hui, à l'avenir, ce sera 10 milliards. Donc, le sujet monte dans le monde de l'investissement responsable. Mais on manque encore d'outils d'analyse pour voir comment les entreprises s'emparent du sujet. Et donc, l'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est aussi de vous présenter où en sont les grandes entreprises cotées en Europe sur l'intégration de ces enjeux pour que les investisseurs aussi puissent jouer leur partie et renforcer la prise en compte de ces enjeux d'économie circulaire dans leur action. Donc voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Justine et Juliette, qui donc, main dans la main, dans cette action entre le FIR et l'INEC, vont pouvoir nous présenter le résultat de l'étude que j'ai mentionnée. Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction. On va tout de suite passer à la partie méthodologie tout d'abord avec Juliette Simonetto qui a participé à l'étude et qui est responsable développement à l'INEC. Merci Justine. Effectivement, donc dans ce contexte et afin de questionner les entreprises sur leurs pratiques d'économie circulaire, on a construit un questionnaire détaillé, donc en lien à la fois avec le FIR, l'INEC et 5 autres investisseurs, qui a été transmis aux entreprises du SBF 120. Et au total, nous avons recueilli 43 réponses d'entreprises qui appartiennent à 9 secteurs différents sur lesquels je reviendrai juste après. Ce questionnaire qu'on a envoyé s'appuie sur 5 grands piliers qui constituent 5 axes des politiques d'économie circulaire, que sont la définition, c'est-à-dire la manière avec laquelle les entreprises se sont appropriées le concept d'économie circulaire, la gouvernance, à savoir comment les stratégies d'économie circulaire sont élaborées et suivies par les instances dirigeantes des entreprises, la formation qui visait à évaluer le niveau de sensibilisation et de formation des parties prenantes de l'entreprise, les salariés, les dirigeants, mais également les différents partenaires, les process, à savoir la mise en œuvre opérationnelle des politiques d'économie circulaire, les actions et les démarches qui sont mises en place, et enfin donc, les indicateurs qui sont développés par les entreprises pour mesurer et quantifier l'impact du déploiement des démarches d'économie circulaire. Regardons maintenant un petit peu plus en détail le profil des répondants. Donc, le tableau que vous voyez ici illustre l'ensemble des entreprises qui ont répondu à notre enquête. Elles sont classées par secteur. Donc, pour faciliter l'analyse des réponses, on a fait le choix de classer ces entreprises selon la classification sectorielle GIX1 de MSCI. C'est une classification donc, qui a été élaborée par et pour les investisseurs. Et le niveau de sectorisation que l'on a choisi, c'est le moins granulaire, car on souhaitait vraiment pouvoir regrouper les entreprises dans le but d'identifier des tendances par secteur pour pouvoir finalement les comparer. À noter toutefois que selon cette classification, les entreprises d'un même secteur n'ont pas nécessairement les mêmes enjeux en matière d'économie circulaire et que certaines entreprises de secteurs différents peuvent avoir des enjeux assez proches. Petit point d'attention également, un seul secteur n'est pas représenté car c'est celui de la santé, pardon, car aucune des entreprises de ce secteur n'a souhaité répondre à notre enquête. Je rappelle que l'objectif principal de l'étude était de réaliser un premier état des lieux
des politiques d'économie circulaire mises en place par les entreprises, donc sur les 5 axes que je viens de vous présenter, que sont la définition, la gouvernance, la mise en œuvre, la formation et les indicateurs de mesure, et d'en faire ressortir les meilleures pratiques. Alors, le principal enseignement que l'on peut tirer de cette enquête, c'est que les plus grandes entreprises françaises disposent d'une connaissance globale des enjeux d'économie circulaire, mais que leur intégration dans les stratégies et les modèles d'affaires reste encore insuffisante. Ce que l'on observe aussi, c'est que l'économie circulaire est souvent intégrée dans les stratégies RSE des entreprises qui ont généralement tendance à se concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre sans prendre en compte les problématiques qui pèsent sur les ressources et leur gestion. Je rappelle que l'économie circulaire, c'est un puissant levier de décarbonation. Et autre constat, souvent l'économie circulaire est perçue uniquement sous certains aspects. Certaines entreprises ont tendance à se dire circulaires alors qu'elles vont prendre en compte uniquement certains piliers de l'économie circulaire, comme par exemple le recyclage. Je vous propose maintenant d'entrer un petit peu plus dans le détail des résultats obtenus pour chacun des 5 piliers. Alors, sur le premier qui concerne l'appropriation du concept par les entreprises, toutes les entreprises qui ont répondu au questionnaire semblent être capables de donner une définition de l'économie circulaire. En revanche, elles n'ont pas toutes travaillé sur l'adaptation de cette définition à leurs activités. En outre, certains piliers de l'économie circulaire ne sont encore que trop rarement pris en compte. On a demandé aux entreprises quels étaient les piliers de l'économie circulaire qu'elles prenaient en compte et qu'elles intégraient dans leurs activités. Donc, le schéma que vous voyez à l'écran montre les résultats que l'on a obtenus. Donc, on voit bien qu'une grande majorité des répondants ont intégré le recyclage, l'éco-conception ou encore l'allongement de la durée d'usage, mais que, par exemple, l'écologie industrielle et territoriale ou encore l'économie de la fonctionnalité ne sont intégrées que par une minorité des entreprises répondantes dans leur définition, avec des pourcentages respectifs de 37 et 47%. Justine, je te laisse la main pour la suite. Sur le second pilier du coup qu'on a choisi pour notre étude, c'était le pilier, donc, comme le disait Juliette, de la gouvernance. Et là, sur le petit graphe circulaire que vous pouvez apercevoir à l'écran, on remarque que 65% des répondants abordent leur stratégie d'économie circulaire et la font valider par le Conseil. 26% l'abordent mais ne la font pas valider par le Conseil. Et enfin, 9% ne l'abordent pas du tout. Donc, c'est environ 90% des entreprises répondantes qui l'abordent de fait, cette stratégie d'économie circulaire au Conseil. En revanche, le parallèle qu'il y a à faire, c'est que seulement la moitié de celle-ci l'intègre vraiment comme un sujet stratégique en tant que tel et non à travers des enjeux plus de durabilité, de RSE, de développement durable. Sur le sujet de la compétence des membres du Conseil, il y a seulement 7% des entreprises qu'on a pu identifier où on a pu identifier des personnes au Conseil qui avaient vraiment des compétences spécifiques à l'économie circulaire. Et enfin, 30% des répondants qui mentionnent des critères de détermination de rémunération pour leurs dirigeants explicitement sur l'économie circulaire. Donc là, on peut citer par exemple des exemples comme Carrefour, qui a au sein de sa rémunération variable pour ses dirigeants un indice interne RSE où il va y avoir des critères explicitement sur l'économie circulaire, sur par exemple des objectifs sur les emballages ou encore sur le gaspillage alimentaire. Il y a aussi Pernod Ricard qui va avoir des critères de rémunération, par exemple, sur la consommation d'eau des distilleries et d'autres entreprises qui, effectivement, possèdent des critères de rémunération liés à l'économie circulaire. En revanche, quand ils sont effectivement présents, ils sont souvent, finalement, toujours assez faibles. Donc ça, c'est important de le souligner. Ensuite, sur le troisième critère pilier de notre questionnaire et de notre étude, on s'est posé la question comment les entreprises, à proprement parler, mettent en œuvre cette politique d'économie circulaire. Donc, sur ce graphe que vous pouvez apercevoir, on a interrogé les entreprises sur les actions de contribution de leur politique. Sans grande surprise, en haut de la liste, il va y avoir des termes qu'on reconnaît et dont on a parlé déjà, donc le recyclage, l'approvisionnement durable, la réutilisation ou encore la consommation responsable. Et peut-être dans le plus bas de la liste, des termes qui nous parlent moins, comme l'économie de la fonctionnalité, qui est à 40% des entreprises ont répondu mener des actions sur ce thème. Et c'est un sujet qui est souvent mal compris.
l'INEC a sorti l'année dernière, en avril dernier, une publication pivotée vers l'industrie circulaire, où il le rappelait aussi. Et aujourd'hui, on a invité Élise qui a répondu à notre invitation et qui va parler en seconde partie du webinaire, qui a 90% de son chiffre d'affaires sur cet axe. Et c'est en fait le marché de l'usage qui est utilisé et qui est un véritable levier pour les entreprises à travers leur politique d'économie circulaire. D'autres exemples un petit peu plus concrets sur ces points. Par exemple, pour l'approvisionnement local, on peut parler d'Hermès, qui a plus de 66% de ses achats du top 50 des fournisseurs directs en France. Sur l'allongement de la durée d'usage, on peut parler dans un même secteur de deux entreprises qui ont des enjeux différents, comme tout d'abord sur l'automobile Renault. Renault qui a choisi de réhabiliter une ancienne usine à Flins en Yvelines pour vraiment la dédier à des activités d'économie circulaire et remettre sur le marché des anciens véhicules ou alors des véhicules réparés. Une autre entreprise de ce même secteur qui va avoir des enjeux différents et qui nous l'a bien expliqué, c'est Airbus dans l'aviation, où eux, pour le coup, leurs appareils ont des durées de vie de service extrêmement longues. Ça va être, les avions, c'est environ 20 ans de vie de service et les hélicoptères, c'est environ 30 ans de vie. Donc, entre-temps, effectivement, lorsque l'appareil arrivera à terme, il va y avoir eu peut-être des technologies qui ont été trouvées plus efficaces, notamment énergétiquement, puisqu'ils auront travaillé sur le poids de l'appareil et donc qui va directement, drastiquement influer sur la consommation du carburant et du kérosène, et pour eux, c'est très important. Donc, on peut remarquer que, comme le disait Juliette, les enjeux sont différents malgré un thème similaire et un secteur similaire d'eux-mêmes. On remarque aussi sur ce pilier que sur les indicateurs qu'on avait demandés, seulement un quart des entreprises ont été en mesure de nous donner la part du chiffre d'affaires qu'elles dédiaient à l'économie circulaire. Alors que pour nous, on identifie vraiment cet indicateur comme important, utile pour les investisseurs, et d'autant plus que la taxonomie européenne va être adoptée en 2023, et donc ce sera un indicateur qui sera effectivement très utile. Il y a Veolia qui a su nous donner des chiffres clairs et sur de nombreuses années. En 2021, c'était 6 milliards d'euros qui étaient dédiés à leur politique d'économie circulaire. Ils souhaitent affiner aussi leur méthodologie dans les prochaines années. Enfin, sur le montant des coûts de développement de l'approche circulaire, il y a seulement 3 entreprises qui ont été en mesure de nous donner des chiffres. Donc voilà, c'est des marges de manœuvre qui sont importantes et intéressantes pour ce qui est à venir. Sur le même pilier, on a aussi interrogé les entreprises sur les intérêts et les freins qu'elles identifiaient. Donc l'intérêt principal, il est économique. Pour 87% des entreprises, 87% des répondants se sont alignés là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, d'autant plus avec un contexte de poussée inflationniste, de difficultés d'approvisionnement, de demandes souvent supérieures à l'offre sur, par exemple, les matières premières, l'économie circulaire joue un enjeu crucial sur ce contexte et très intéressant sur un point économique tout d'abord. Pour les freins, c'est le frein logistique qui apparaît le plus important pour les entreprises. Notamment, il y a une entreprise, par exemple, qui nous a dit que pour eux, le frein majeur reposait sur la logistique et l'administratif, sur les déchets et le recyclage de certaines zones géographiques identifiées, comme sur le continent africain. Le quatrième pilier, avant le cinquième, c'est le pilier de la formation de notre étude. Donc là, on a vraiment interrogé les entreprises sur l'évaluation moyenne qu'elles se font de leurs différentes parties prenantes. Donc, c'est un critère qui est assez subjectif, mais qui permet de donner au moins un indicateur de comment les entreprises considèrent leurs parties prenantes. Donc, c'est les instances de direction et les salariés qui sont le mieux notés. Sur une note de 5, la note la plus haute, c'est 3,4. Donc, de même, on remarque qu'il y a une marge de manœuvre importante. Peut-être que les entreprises pourraient offrir plus de formations sur ces sujets à leurs parties prenantes pour se sentir en tout cas plus en confiance, et donc ces notes seraient plus élevées de facto. Enfin, les indicateurs qu'on avait proposés, en tout cas pour qu'ils puissent nous communiquer sur, par exemple, la part d'embauche intégrant les nouvelles compétences, qualifications sur l'économie circulaire, ou encore le pourcentage d'employés qui ont suivi un programme de mise à niveau dans l'année sur des compétences d'économie circulaire. Il y a eu seulement 5% des répondants et 7% des répondants qui ont su nous répondre là-dessus. Donc, de même, c'est un axe sur lequel les entreprises peuvent s'améliorer. Juliette, je te passe la parole. Tu es en mute. Merci.
Concernant le dernier pilier, donc, sur les indicateurs, on a interrogé les entreprises donc, sur 4 aspects que vous voyez ici à l'écran. Donc, la part des produits par catégorie, que ce soit les produits éco-conçus qui sont fabriqués à partir de matières premières recyclées, sur le pourcentage des matériaux circulaires versus le volume total de matériaux avec un potentiel de circularité, sur les économies d'énergie qui sont effectuées, ainsi que une réduction et une optimisation de l'utilisation des ressources stratégiques, donc toujours en prenant en compte l'eau. Et enfin, sur le dernier aspect, donc le pourcentage des matériaux sans potentiel de circularité. Alors, globalement, les réponses qu'on a obtenues manquent de précision. Si l'on s'intéresse, par exemple, à la part de matériaux circulaires versus le volume total de matériaux avec un potentiel de circularité, seul un tiers des entreprises sont capables de communiquer sur cet indicateur. Sur le secteur de l'industrie, par exemple, donc, il y a des entreprises qui vont se fixer des objectifs en matière d'achat responsable, d'allongement de la durée d'usage ou encore de recyclabilité, mais aucune ne communique véritablement sur un pourcentage de matériaux circulaires versus un volume total avec un potentiel de circularité. Alors, on a quand même pu obtenir quelques réponses partielles. Pour vous donner des exemples, Airbus déclare par exemple que 90% du poids d'un avion peut être recyclé ou réutilisé. On a Valeo qui déclare que 88% des matériaux consommés, que ce soit l'acier, de l'aluminium, du plastique et de la résine, ont un potentiel de circularité. Ou encore Schneider Electric, pour qui le pourcentage de matériaux circulaires s'élève à 11%. De manière générale, on constate qu'il y a une grande diversité dans les KPIs qui sont reportés. Il existe des initiatives qui tentent de développer une standardisation des indicateurs, mais malgré cela, on observe que peu d'entreprises sont aujourd'hui en mesure de définir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui englobent l'ensemble de leurs activités circulaires. Et il existe pourtant un véritable enjeu sur l'harmonisation de ces KPIs, une question que l'on abordera un peu plus tard au cours de ce webinaire avec David notamment. Donc, on a fini la présentation des principaux enseignements. On vous invite à lire cette étude qui va sortir dans les prochains jours sur nos réseaux sociaux et sur nos sites internet. Maintenant, on va passer à la partie questions tout d'abord aux entreprises qui ont bien voulu répondre à notre invitation et ensuite aux investisseurs pour leur poser plus des questions suite à notre analyse. Florence Duchesne, donc vous êtes directrice communication d'Elis. Merci d'avoir accepté de prendre la parole, notamment à la place de Claire Bottineau, qui est responsable RSE et qui a malheureusement eu un empêchement. Donc, je m'adresse à vous, Florence, avec une première question. Donc, on sait que Elis est historiquement investi sur l'économie circulaire. Vous avez notamment 90% de votre chiffre d'affaires qui est basé sur l'économie de la fonctionnalité. Pourriez-vous détailler la manière avec laquelle vous avez construit votre offre de service et quels en sont les bénéfices et les freins? Oui, bonjour Juliette, mais merci beaucoup. C'était très intéressant cette présentation de la publication. Un peu triste d'entendre que l'économie circulaire est le parent pauvre. Évidemment, un peu triste parce que pour nous, c'est notre business model. Ça fait 75 ans qu'on fait de l'économie circulaire et du coup, je suis ravie de pouvoir vous expliquer un peu concrètement en quoi ça consiste chez Elis. Alors, on parle d'offre de service. Effectivement, une offre de service, le business model d'une offre de service est un peu différent d'une offre produit et c'est certainement ça qui fait aussi la spécificité du business Elis. Je vous rappelle en quelques mots qui est le groupe Elis peut-être. On est une entreprise présente dans 29 pays avec 440 sites et usines et 52 000 collaborateurs. Et notre métier historique, en fait, c'était d'entretenir du linge pour les hôtels et les hôpitaux. Donc, on lavait du linge, on était une blanchisserie industrielle. Et puis, notre modèle a évolué vers la location. Et donc là, en fait, on s'est mis à vendre un usage. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'économie de fonctionnalité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'économie de fonctionnalité représente 90% de notre chiffre d'affaires. Et à partir du moment où on est dans la location entretien, donc de linge pour les hôpitaux, les hôtels, de vêtements de travail pour l'industrie, et puis ensuite qu'on a étendu cela à d'autres modèles comme la location entretien de tapis, d'appareils sanitaires, de bobines essuie-mains,
Donc, à partir du moment où on est dans ce business model, eh bien, évidemment, notre enjeu, c'est de garder en vie les produits le plus longtemps possible. C'est plutôt bénéfique pour nous. Et donc, on répare, on recoue, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir réutiliser les produits. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi tout ce qui se passe dans nos usines. Il n'y a pas que le fait de réparer les produits qui va contribuer à cette circularité, mais il y a aussi nos process d'entretien. On procède à des études d'analyse de cycle de vie pour comparer l'entretien à la maison et l'entretien dans nos usines. Et ce qu'on a pu voir en faisant ces analyses de cycle de vie, c'est que l'entretien dans une usine hélice, ça permet de faire quand même des grosses économies sur l'eau, jusqu'à presque 50%, et aussi sur les émissions de CO2, autour de 35% de réduction d'émissions de CO2. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Pourquoi on arrive à faire ça? Eh bien, parce que dans nos usines, on a aussi une utilisation de l'eau parcimonieuse, où on réutilise les eaux de rinçage pour les reprendre en eau de premier cycle. Et donc, on fait attention à ces ressources. Et puis, une autre analyse de cycle de vie qu'on a menée récemment, c'était sur les vêtements, les tenues de bloc dans les hôpitaux. On a comparé les articles jetables avec des tenues de bloc en tissu entretenues par hélice. Et là, on a vu qu'on avait un impact très fort sur les émissions de CO2, c'est-à-dire qu'on pouvait réduire ces émissions de 30 à 60% entre un vêtement entretenu dans une blanchisserie industrielle et un vêtement jetable. Donc ça, c'est quelques éléments pour vous montrer un petit peu comment s'est construit l'offre chez Hélice. Alors, les bénéfices de tout ça, c'est évidemment que, en fait, cette transition vers un modèle d'économie circulaire, en fait, elle est nécessaire si on veut atteindre le zéro émission nette. Vous devez connaître la fondation Hélène MacArthur, et elle dit qu'en fait, on ne pourra pas atteindre ces zéro émissions nettes si on n'a pas une transition vers ce modèle. Et la transition vers ce modèle, elle permet d'envisager de réduire de 20% nos émissions mondiales de CO2, c'est-à-dire de 10 milliards de tonnes. Donc ça fait partie des bénéfices et on est heureux d'essayer de s'y inscrire au maximum. Évidemment, vous avez parlé des freins, donc vous avez montré les différents freins qu'il y avait, vous avez montré des freins comportementaux, économiques, logistiques. Bien sûr, ils sont tous là, ils nous amènent à relever des gros challenges. Et je voulais vous donner un exemple, par exemple, de freins technologiques, puisque ça nous concerne un peu. Chez Hélice, on loue beaucoup de textiles, donc on en achète. Et il y a quand même un moment où, même si on le répare, il arrive en fin de vie. Et donc, il y a un gros enjeu sur que fait-on de ce textile. Alors, sur tout ce qui est drap, serviettes de toilette, hein, c'est plutôt assez facile de les réutiliser parce qu'on peut les transformer facilement en chiffon. En revanche, sur le vêtement de travail, c'est un enjeu plus compliqué, les vêtements étant pleins d'accessoires, de boutons pression, de fermetures à glissière, etc. Et donc là, eh bien, oui, forcément, le frein, il était de trouver les partenaires innovants et motivés pour travailler sur ce projet. C'est forcément un investissement aussi. Et on est en plein dedans, mais ça fait quand même plus de 2 ans qu'on travaille sur le sujet et qu'on est enfin arrivé, à partir de nos anciens vêtements de travail, à reconstituer du fil, du tissu et à nouveau des vêtements. Donc là, mais c'est encore le début de ce projet. C'est réussi sur le plan technologique et il va falloir voir comment on arrive à l'implanter et comment économiquement c'est viable aussi. Voilà, parce qu'il faut que derrière, le produit qu'on va refabriquer, on puisse le réintégrer sur le marché et qu'il ne soit pas complètement déconnecté des réalités économiques. Merci Florence. Vous l'avez bien souligné, donc Hélice est une entreprise industrielle qui a basé son modèle sur la location. Donc on imagine que la logistique occupe une place importante dans vos activités. Est-ce que vous avez mis en place justement une logistique inverse qui vise à réduire l'empreinte environnementale liée aux opérations de transport de vos produits? Oui, alors effectivement, Hélice, c'est une société de B2B, je pense qu'on l'aura compris. Donc, en cela, c'est plutôt nous qui allons chez le client que le client qui vient chez nous. Et donc, en fait, la logistique inverse, c'est une composante qui est clé dans notre modèle économique. Ça en fait partie intégrante parce que quand on va livrer notre client avec du linge
propre ou avec voilà, des consommables, on va récupérer à ce moment-là le linge sale. Donc, en cela, quand on passe pas pour rien, on fait 2 actions en même temps. Donc ça, c'est très important et ça a toujours fait partie de notre fonctionnement logistique. Ce à quoi on fait très attention aussi, c'est notre maillage territorial. Aujourd'hui, les usines Elis, à minima en France, elles sont à moins de 50 km de nos clients, de façon à réduire les kilomètres qui nous séparent des clients. On fait très attention à optimiser les tournées, donc à travailler sur les itinéraires. On a développé des applications qui nous permettent d'optimiser les itinéraires, de bien placer les clients sur une carte pour évidemment faire le minimum de kilomètres. On forme aussi nos agents à l'éco-conduite et on les forme aussi à bien remplir leurs camions, donc à optimiser le remplissage des camions et à ne pas faire de livraison à vide ou aux 3/4 vide. Ça, ce n'est pas possible. Donc, quand on part, on est chargé. Quand on rentre, on est chargé. En parallèle, on a une transition vers des véhicules alternatifs. Alors, sur la partie véhicules commerciaux, c'est quelque chose qui a déjà été bien avancé sur les véhicules de nos commerciaux avec des véhicules électriques. Et puis, l'enjeu, alors là, on parle toujours justement de ces enjeux d'innovation, des enjeux technologiques, c'est comment livrer avec des poids lourds en réduisant son impact sur l'environnement. Ça demande d'avoir des partenaires innovants. On a développé des solutions en biogaz, en biodiesel avec Oléo. Dernièrement, avec Renault Truck, des solutions de poids lourds électriques. On en a fait livrer une 12aine en région parisienne juste avant l'été. Ça ne paraît pas beaucoup, 12 poids lourds électriques par rapport à notre flotte, mais aujourd'hui, Renault Truck a livré 350 poids lourds électriques. Donc finalement, la part qu'on a chez nous, chez Elis, c'est déjà pas mal. Ça montre qu'on est dans les démarrages de tout ça. Et partout dans nos pays, on développe ces initiatives. En 2021, ça nous a permis de déployer un peu plus de 500 véhicules alternatifs. Donc oui, la logistique, c'est vraiment un point sur lequel on accorde beaucoup d'attention. Merci pour toutes ces précisions. Dernière question peut-être. Vous êtes un fournisseur de textiles professionnels pour un grand nombre de secteurs d'activité. Quelle place justement vous accordez à l'éco-conception de ces textiles pour allonger leur durée de vie et favoriser leur valorisation lorsqu'ils arrivent en fin de vie? Alors effectivement, on a tout intérêt à prévoir une conception des produits dès le départ pour qu'ils durent longtemps. Donc, quand on conçoit des produits, on choisit d'abord des matières durables, des matières qui vont bien résister dans le temps. Pour cela, on va procéder à des tests de lavage. On a des laboratoires. Et par exemple, un vêtement qu'on va mettre chez un client, il aura été lavé au minimum 50 fois. On aura fait des tests de traction, de boulochage, etc. pour être sûr, à minima, que le tissu dure longtemps. On va mettre en place toutes les listes de pièces de rechange pour que dans nos centres, ce soit facile de réparer. Donc, on répare évidemment avec des ateliers couture les vêtements, mais on a aussi des magasins qui réparent les distributeurs de savon, les fontaines. On a des usines qui réparent les tapis. Et donc, tout ça, ça s'anticipe en leur mettant à disposition tout ce qu'il faut pour réparer. Donc, on anticipe la réparation. Je vous donne un petit exemple. Quand on développe un vêtement, si on met une fermeture à glissière, une fermeture éclair, on fait en sorte qu'elle soit très facile à ôter et à changer. Ce qui n'est pas le cas souvent quand vous voulez changer aux fermetures éclair, c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, vous devez aller chez un retoucheur. Et bien là, on va prévoir ce genre de choses. Comment changer un bouton facilement. Tous les accessoires vont être faciles à modifier, à changer. Éco-conception, c'est aussi travailler avec des matières plus responsables et ça, on essaye de l'intégrer dans toutes les familles de produits. On va dire que le tout début chez Elis, c'était le partenariat avec Max Havelaar quand on a commencé à développer des produits avec du linge et des vêtements en coton biologique et équitable. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est les appareils sanitaires qui sont en plastique recyclé, c'est le café aussi qui provient de chez Malongo en commerce équitable. Et donc ça, on essaye d'intégrer ces matières aussi au moment de la conception des produits. Et ça fait évidemment partie intégrante du modèle économique. Merci beaucoup, Florence. Donc, des actions et des démarches développées sur différents piliers de l'économie circulaire qu'on a pu notamment présenter. Oui, effectivement, ce qu'on a pu voir, c'était toutes ces étapes-là. C'était intéressant justement de voir toutes ces étapes. On a parlé de ce qui se passe dans les usines, on a parlé du transport, on a fini par la conception, on est revenu un petit peu à l'origine. Et pour conclure, je dirais qu'en fait, l'économie circulaire, on voit bien que c'est une grande boucle.
Et pour que cette boucle soit vertueuse, c'est à chacune des étapes qu'on doit travailler. L'économie circulaire, c'est une grande opportunité de travailler sur chaque partie de cette chaîne de valeur. Alors, ce qui est intéressant pour tous ceux qui travaillent là-dessus, c'est qu'en fait, on a tous une responsabilité parce qu'on est tous concernés dans ces étapes-là. Et quand on a la chance d'être dans une entreprise qui s'inscrit dans cette dynamique, chacun trouve sa place, chacun peut agir. Et donc, c'est ce qu'on essaye évidemment d'offrir à nos collaborateurs, c'est qu'ils soient maillons de la chaîne à toutes les étapes. Et puis, on essaye aussi, évidemment, que ça ait un impact positif pour nos clients à leur tour. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Géraldine Olivier de Fnac Darty pour parler un petit peu des actions qui sont portées par le groupe Fnac Darty. Avec une première question, Géraldine. La réparation des produits constitue un axe stratégique pour le groupe afin d'allonger la durée de vie. Comment structurez-vous justement la chaîne de réparation et comment assurez-vous de façon opérationnelle la réparation de vos produits en faisant face notamment au manque de réparateurs? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Juste si vous permettez, avant de répondre à votre question, que je n'élude pas, juste vous montrer, et c'est important parce qu'on l'a évoqué là précédemment, le sujet justement de faire de l'économie circulaire, de la durabilité, un pilier à la fois de la stratégie RSE, mais plus globalement de la stratégie de l'entreprise. Et vraiment, chez Fnac Darty, ce sujet de l'économie circulaire, au sens large du terme, celle que vous avez présentée, notamment de la durabilité, eh bien, c'est un des piliers de notre stratégie RSE, comme vous pouvez le voir. On a d'ailleurs réaffirmé notre raison d'être qui est s'engager pour un choix éclairé, une consommation responsable. Et si on passe à la slide suivante, ce qui est important de noter, c'est qu'au-delà de la stratégie RSE, qui est importante et qui est vraiment au cœur du business model, ça a été aussi réaffirmé dans notre plan stratégique. Et aujourd'hui, dans notre stratégie, donc dans le plan stratégique Everyday, ce sujet de la durabilité est vraiment inscrit comme un élément majeur de notre plan stratégique. Et d'ailleurs, au sein de notre plan stratégique Everyday, il y a un certain nombre de KPI qui ont une résonance durabilité et RSE. Donc, c'est important, je dirais, de montrer que Fnac Darty est vraiment engagé sur le sujet et que ça n'est pas juste un effet de com' et que c'est vraiment dans le business model. Donc, si on reparle de la réparation, alors je pense qu'il y a une slide après, si vous pouvez la projeter. Et je rejoins un peu ce qui a été dit précédemment. En fait, vraiment, l'économie circulaire, elle est vraiment analysée et envisagée chez Fnac Darty avec tout un cycle qui va de l'information client à l'éco-conception, au réemploi, à la réparation et bien évidemment au recyclage, mais on ne limite pas ça au recyclage. Et sur la partie réemploi, il y a effectivement un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la réparation. Alors déjà, il faut savoir que Fnac Darty, on est le premier réparateur en France, et ce depuis 50 ans. On a notre contrat de confiance qui, justement, enfin, il y a certains aspects dans ce contrat de confiance, mais notamment quand on va livrer une machine à laver chez un client, eh bien, on récupère la machine à laver qui est défaillante, mais on propose aussi à nos clients d'aller un cran plus loin et de reprendre aussi d'autres éléments d'électroménager ou de petit électroménager qui aurait aussi à son domicile et qui est en panne. On a évidemment, dans ce cadre de contrat de confiance, tout un conseil, enfin tout un sujet de conseil qu'on adresse aussi à nos clients. Et donc, au-delà du contrat de confiance, on a mis en place, et ça depuis 2019, donc un abonnement à la réparation, donc qui est Darty Max, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le sujet de la réparation, ça peut avoir un frein, c'est le coût de la réparation. Et en fait, avec cette proposition d'abonnement à Darty Max, où finalement, c'est un abonnement, mais qui étale la dépense, ça permet de répondre à cette objection quant à la côté assez cher que peut avoir une réparation. Et cet abonnement, Darty Max, qui est maintenant disponible à la Fnac, mais aussi chez Darty, a été complété cette année, et ça c'est vraiment une avancée significative par la possibilité qu'on offre à tous nos abonnés que d'avoir un échange avec un technicien pour faire un peu un état des lieux de tout ce qu'il a chez lui et pour lui prodiguer des conseils d'entretien
de ses électroménagers, de son petit électroménager. Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, et Dieu sait qu'on a des datas sur le sujet, c'est qu'en fonction des catégories de produits, 50 à 70% en fait, des pannes qu'on observe, ce n'est pas réellement des pannes, c'est un mauvais usage. Donc, c'est important justement qu'on puisse éduquer nos clients, leur prodiguer des conseils d'entretien de leur appareil. Donc, vous l'avez compris, Darty-Max, déjà un premier pilier sur ce sujet de la réparation. On a d'ailleurs au plan stratégique Everyday un objectif quant au nombre de produits que nous souhaitons réparer. Donc, aujourd'hui, on a, à fin 2021, donc on a réparé plus de 2,1 millions de produits et on a un objectif en 2025 que d'être à 2,5 millions de produits réparés. Et concrètement, alors pour ce faire, en fait, vraiment toute la chaîne est gérée en interne. On a plus de 2500 techniciens qui sont à la fois dans nos ateliers de réparation, mais qui interviennent aussi au domicile de nos clients. Une force aussi, c'est le fait que nous avons aujourd'hui notre propre logistique pour les pièces détachées, donc avec un hub, un atelier, enfin un hub où l'ensemble des pièces détachées sont centralisées et après, ça nous permet de les dispatcher très rapidement dans l'ensemble de la France, que ce soit pour nos réparateurs à domicile ou dans nos ateliers de SAV. Alors, concrètement, comment ça se passe, la réparation? Alors déjà, on a la chance chez Fnac Darty d'être dans un modèle omnicanal et d'avoir un maillage géographique en termes de magasins qui est très significatif. Donc, il y a une première étape qui est possible pour nos clients, finalement, c'est de rapporter, d'aller en magasin pour réparer leurs produits. Et là, dans nos magasins, on a vraiment des spécialistes qui peuvent intervenir parfois même directement en magasin sur le produit et donc le client peut repartir chez lui avec son produit réparé. On a investi dans une marque WeFix qui est spécialisée dans la réparation express de smartphones. Donc ça aussi, ça permet d'avoir un autre pilier significatif en termes de réparation. Donc, vous avez compris, un premier filtering qui peut se faire au niveau du magasin, une première étape de réparation. Et puis, si c'est nécessaire, on a la possibilité d'envoyer ces produits dans nos ateliers de réparation. Et nous avons donc 5 ateliers en France qui sont spécialisés en fonction de la typologie des produits. Donc, ça, c'est, je dirais, sur la partie petit électroménager ou petits produits techniques. Et puis, sur les produits qui sont plus volumineux, eh bien là, on a toute notre force de frappe, donc les fameux petits Kangoo Darty, avec une réparation directement à domicile chez nos clients. Alors, réparation qui peut s'effectuer directement au domicile. Et puis, si ça n'est pas possible, eh bien, on peut rapatrier les produits et, encore une fois, profiter de tout du savoir-faire de Fnac Darty dans nos ateliers. Merci. Juste allez-y. Juste pour conclure, donc vous voyez, la réparation, c'est un sujet important. On a une pénurie de main-d'œuvre en France et notamment sur justement cette population de techniciens. Et vraiment, pour aller jusqu'au bout du bout dans notre modèle, eh bien, on a la volonté de recruter 500 techniciens et on a créé une Tech Academy donc pour former directement des techniciens pour le groupe Fnac Darty et pour les embaucher dans un deuxième temps. Et on est très fiers, ce mois-ci, on a vraiment, on est allé un cran plus loin puisqu'on a notre propre centre de formation, un CFA qui a ouvert à Metzenry. Donc, vous voyez, toute cette intégration de la réparation dans le business model, l'humain, nos ateliers, nos magasins, et on profite de l'entièreté de l'écosystème du groupe Fnac Darty, justement sur ce sujet de la réparation. Merci Géraldine. Effectivement, vous avez parlé à la fois des réparateurs, mais également de toute la chaîne logistique qui est mise en place pour faciliter la chaîne de réparation. Peut-être une dernière petite question, si vous pouvez y répondre en 1 minute, puisque le temps file et on ne voudrait pas devoir couper la parole à nos autres intervenants, mais vous avez une offre de seconde main. Est-ce que cette offre de seconde main a vocation à être développée par le groupe et complétée par une offre de location? En 1 minute, si vous pouvez, ça serait génial. Alors, rapidement, la seconde vie, c'est vraiment au cœur du business model, au même titre que la réparation. Un signe, c'est qu'aujourd'hui, la seconde vie est intégrée à la direction commerciale. Donc, ça fait partie du business et il y a une direction de la seconde vie qui est, au niveau de la direction commerciale. Concrètement, on a vraiment des objectifs significatifs sur le sujet.
Donc, on a pas mal de produits qui proviennent finalement de nos clients, qu'on récupère et qu'on peut valoriser, encore une fois, en les faisant passer par nos ateliers en propre et leur donner une seconde vie. On voit aujourd'hui que c'est très successful et finalement on a un peu un goulot d'étranglement en termes d'approvisionnement. Et donc là, on va aussi aller sur de l'approvisionnement direct aussi à l'extérieur de produits reconditionnés. Donc vraiment, on a une stratégie, une volonté que d'être dans la seconde vie. Et au-delà des produits techniques et du gros électroménager, on offre aussi la possibilité à nos clients aussi de donner une seconde vie à leurs livres. Et ce qui est important de noter sur la seconde vie, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un produit en seconde vie, eh bien, vous bénéficiez de tous les services du groupe Fnac Darty. Et notamment, si vous commandez un électroménager en seconde vie, eh bien, vous bénéficiez de la livraison à domicile, la même que si vous commandez un produit neuf. Donc, on voit bien que la seconde vie aujourd'hui, c'est un axe de développement du groupe et c'est vraiment inscrit dans la stratégie du groupe. Merci beaucoup Géraldine. Justine, je te repasse la parole pour les questions aux investisseurs. Merci aux entreprises. On va passer maintenant aux questions aux investisseurs. Donc, je suis en présentiel avec Lorna Lucet, qui est analyste ESG manager chez Amundi, qui a lancé une campagne d'engagement sur l'économie circulaire. Et donc, on a quelques questions à lui poser aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, Lorna, en fait, quel est le contexte dans lequel s'inscrit cette campagne d'engagement et pourquoi, en fait, vous avez choisi ce sujet finalement? Ouais, il y a 3 raisons en fait qui nous ont poussé à faire de l'économie circulaire un thème d'engagement en 2020 et c'est une campagne qui dure 3 ans, donc on arrive à la fin de la 3e année. Je vais peut-être un peu répéter certaines choses qui ont été dites auparavant, mais la première raison, c'est évidemment une conscience aiguë chez Amundi que nos ressources sont limitées. On a beau faire aujourd'hui comme si notre modèle linéaire qui consiste à extraire, produire, consommer, puis ensuite jeter, nous donner l'illusion qu'on pouvait continuer comme ça ad vitam aeternam, on sait que ce n'est pas le cas. Et on sait aussi que du coup, ça va nécessiter pour les entreprises un changement de business model. Et il nous semblait important de sonder un petit peu les entreprises pour savoir où elles en étaient de leur prise de conscience et comment elles évaluaient, elles appréhendaient ce changement de business model qu'elles allaient devoir faire et qu'elles allaient devoir mener à bien dans les prochaines années. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et ça a été mentionné en tout début en introduction, c'est évidemment que l'économie circulaire est un levier pour la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne en a fait d'ailleurs un de ses piliers de son Green Deal. Je rappelle que l'Union européenne a pour objectif d'être neutre en carbone en 2050 et l'économie circulaire a sans aucun doute un rôle à jouer dans cette lutte contre le changement climatique. Découle de ça, en fait, notre troisième raison, c'est que l'on voit une multiplication des législations sur ce sujet-là, paquet économie circulaire, etc., qui touchent évidemment les entreprises et qui les obligent déjà à modifier petit à petit leur business model. Certaines dont vous avez sûrement entendu parler, dans le secteur de la mode, aujourd'hui, les entreprises en France ont l'interdiction d'incinérer leurs invendus. Dans la grande distribution, elles ont l'interdiction de javeliser leurs invendus. Elles doivent dorénavant les donner à des associations caritatives. Et puis, toujours sur les déchets, on va voir, et ça va nous toucher plus personnellement en tant qu'acteurs au niveau personnel, mais les ménages vont devoir aussi faire le tri de leurs déchets alimentaires dès le 1er janvier 2024. Donc, on voit que cette économie circulaire, elle est vraiment en train de monter et que les entreprises vont de toute façon être obligées d'y aller. Ok, super, très clair. Et comment vous, chez Amundi, vous avez mené un engagement actif justement sur ce sujet? Alors, on a donc, ce que je disais, c'est que c'est une campagne qui s'est lancée en 2020. On l'a lancée sur 4 secteurs, construction, TMT, mode et auto. Alors, nous, on l'a fait à l'international pour le coup, parce qu'on est un gérant d'actifs très présent en Europe, mais aussi aux USA. Donc, on voulait avoir des entreprises représentatives un petit peu du monde. Et puis, de toute façon, quand on est dans les TMT, on est obligé de prendre l'Asie. Quand on est dans la mode, on est aussi obligé de prendre les grands des US, etc. Et on a du coup pu engager avec une trentaine d'entreprises.
Donc ça, c'était et on leur a envoyé. Ça a été assez simple et finalement, on se retrouve pas mal dans ce qui a été fait ensuite avec le FIR et l'INEC. On a envoyé un questionnaire, on a eu des calls aussi d'1 heure, 1h30, 2 heures parfois avec les entreprises pour véritablement comprendre où elles en étaient, dresser un tableau, en gros un état des lieux. Et en fait, on les suit pendant 3 ans. Et là, on est à la fin de la 3e année et ça va nous permettre de brosser un tableau de où elles en étaient au départ, quelles ont été les recommandations qu'on leur avait faites et comment aujourd'hui elles les ont implantées ou elles vont les implanter, parce qu'on sait aussi que le temps de l'entreprise est souvent un temps très long. Et donc, 3 ans, c'est souvent, on met des petites graines pour que ça se lance petit à petit et on va voir les résultats et on va les suivre d'ailleurs dans les années à venir. C'est très intéressant qu'on arrive justement à la fin de ces 3 années. Et du coup, pour vous, est-ce que vous pourriez dresser les points positifs que vous retenez de cet engagement, les axes d'amélioration et les principales perspectives que vous voyez pour l'avenir? Oui, alors dans les points positifs, ce qui était très agréable, c'est qu'en fait, on a été très bien reçus par les entreprises, ce qui n'est pas toujours le cas parce que quand on est dans l'engagement, on a parfois des sujets qui peuvent être mal perçus ou mal compris, etc. Et là, pour l'économie circulaire, ce n'était pas du tout le cas. Donc, ça montrait aussi combien les entreprises avaient envie d'aller sur ce sujet-là. L'autre bonne surprise qu'on a eue dans certains secteurs, et notamment dans les TMT, alors oui, TMT, pardon, c'est tout ce qui est médias et télécommunications. Donc dans les TMT et dans l'auto, on a vu des personnes dont le métier était vraiment 100% dédié à l'économie circulaire. Et ça, c'était une très bonne surprise. L'envers de ça, c'est qu'on s'était dit que c'était des entreprises qui, du coup, allaient être très en avance. Et effectivement, c'est des secteurs qui sont quand même en avance parce qu'ils ont eu un certain nombre de scandales qui les ont obligés à avancer sur l'obsolescence programmée, l'auto, les autos électriques, etc. En revanche, et du coup, c'est une des conclusions aussi que vous avez, c'est qu'au niveau des conseils d'administration, ça bloque un peu. C'est-à-dire qu'on a des personnes, on n'a pas suffisamment de personnes au conseil d'administration qui sont des personnes vraiment avec des compétences spécifiques. Et d'ailleurs, vous mentionniez tout à l'heure le pourcentage de 7%. C'est insuffisant aujourd'hui pour finalement que la table soit véritablement renversée et qu'on voit l'économie circulaire, qu'on voit les business models changer. Et ça, c'est l'autre apprentissage de cette campagne d'engagement, c'est qu'on a eu des très beaux projets pilotes, en fait. Vraiment enthousiasmant, on se dit c'est génial, mais ça reste des projets pilotes. Et donc, du coup, en chiffre d'affaires, et là aussi, vous le mentionniez tout à l'heure, en chiffre d'affaires, ils sont… Alors, parfois, déjà, il n'y a pas de chiffre d'affaires encore véritablement sur ces projets pilotes. Et il faut que ces projets pilotes sortent, en fait, pour véritablement transformer l'ensemble de l'entreprise. Alors, on est sur des entreprises qui sont souvent des entreprises d'équivalent CAC 40 ou SBF 120, donc on sait que c'est long parce que les entreprises sont très grosses. Mais aujourd'hui, il va falloir sortir de ces petits projets pilotes pour que ça se mette dans l'ensemble de l'entreprise. OK. Voilà. Et sur les perspectives, du coup, on va finaliser d'abord notre étude. Et puis, nous, peut-être le message qu'on voulait faire passer à ces entreprises aussi, c'est qu'on resterait à leur côté, qu'on était des investisseurs de long terme et qu'on était bien conscient également que c'était que le changement de business model n'allait pas se faire en un claquement de doigts et allait potentiellement être coûteux parce que ça nécessite des investissements, ça nécessite de la R&D, mais qu'on serait là également pour les accompagner parce qu'on considérait que de toute façon, notre transition écologique ne pourrait pas se faire sans la mise en place d'une économie circulaire. OK. Merci beaucoup, Lorna. Je vous en prie. Très intéressant. Maintenant, on va passer à David Chouprina, qui est Senior Portfolio Manager chez Candriam, une société de gestion membre du FIR. Bonjour David, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Et Candriam donc, a lancé un fonds d'investissement dédié à l'économie circulaire. Et donc, on voulait savoir pour quelles raisons vous aviez lancé ce fonds chez Candriam, quelles opportunités vous aviez décelées à l'époque. Est-ce que il y avait une forte demande de la part de vos clients? Et si c'est le cas, comment aujourd'hui elle a évolué depuis? Merci de m'avoir invité, ravi d'être parmi vous et bravo pour cette étude très intéressante. Donc pour vous situer un peu ce fonds, chez Candriam, la gestion thématique, ça représente plusieurs milliards d'euros. Et en 2019, nous avions lancé un fonds qui focalisait sur le changement climatique.
L'année suivante, il nous apparaissait logique, dans la foulée de ce fonds sur le changement climatique, d'aborder le sujet de l'économie circulaire qui est à la fois ancillaire à la lutte contre le changement climatique et très complémentaire. Et aujourd'hui, même je vais plus loin, je vois le thème de l'économie circulaire comme un thème englobant plusieurs thématiques environnementales et permettant d'apporter de vraies solutions à des défis environnementaux tels que la protection de la biodiversité, on en parle beaucoup aujourd'hui, et évidemment, comme ça a déjà été évoqué plusieurs fois, la lutte contre le changement climatique. C'est ce qui nous a conduit à créer ce fonds chez Cambrian. Donc, c'est un fonds qui investit au niveau mondial, pas seulement européen. Il y a une majorité de nos investissements aujourd'hui qui sont faits en dehors de l'Union européenne. C'est un fonds qui fait 350 millions d'euros d'encours, donc après 2 ans et demi de lancement. Et je vais tout de suite emboîter sur la question essentielle qui, je pense, ressort très bien de tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est le défi auquel est confronté un investisseur aujourd'hui qui décide d'investir dans des entreprises qui sont à la pointe sur la transition vers l'économie circulaire. Comme on l'a vu, c'est un vrai enjeu parce qu'il n'y a pas de cadre global. Il n'y a pas un objectif net zéro déchets, par exemple, au niveau mondial, qui se traduirait par différents indicateurs, différents objectifs à court, moyen, long terme, comme c'est le cas pour la lutte contre le changement climatique. Il n'y a pas de GIEC sur l'économie circulaire, etc. Donc, vous avez bien sûr des initiatives qui existent. On a beaucoup parlé déjà de la Fondation Ellen MacArthur. Le World Business Council for Sustainable Development a aussi, lui, produit un cadre d'analyse. Mais ces cadres s'adressent avant tout aux entreprises, comme Elis, comme Fnac Darty, qui désirent analyser, dans un premier temps, un état des lieux de leur circularité, et puis dans un deuxième temps, pouvoir formuler des objectifs, une stratégie, en vue de contribuer à la transition vers l'économie circulaire. Or, nous, chez Cambriam, nous sommes des investisseurs qui allouons le capital de nos clients dans des entreprises. Et quand il s'agit du sujet de l'économie circulaire, comme sur d'autres thèmes, mais en particulier ici, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'un cadre global ait été validé et que les entreprises aient commencé à s'aligner sur ce cadre global. Donc, c'est ce qui nous a amené à créer notre propre méthodologie, nous permettant d'analyser et de chercher à quantifier la circularité d'une entreprise sur la base des données disponibles en Europe et en dehors de l'Europe. Et donc, ce cadre d'analyse, dont nous venons de publier d'ailleurs plus de détails le 29 septembre, je vous renvoie sur notre site internet pour prendre connaissance de ces informations, mais il s'articule autour de 3 piliers qui, ensemble, nous permettent d'analyser, d'estimer la circularité d'une entreprise. Le premier pilier, est évidemment le plus important, ce sont les résultats circulaires, tout simplement. Et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires dont la finalité est de réparer, de réutiliser, de recycler, les différents R, on parle souvent dans le cadre de l'économie circulaire. Donc, le résultat, et ces résultats, nous les déclinons sous 4 grandes catégories. C'est utiliser moins de ressources, récupérer des ressources, augmenter la durée de vie des produits et l'économie du partage. 4 catégories qui vont faire l'objet d'une analyse. Évidemment, chaque entreprise va se positionner et va pouvoir contribuer à la transition vers l'économie circulaire sur une ou deux de ces 4 catégories. Mais ici, nous allons donc chercher à analyser les résultats circulaires en prenant l'entreprise où elle est aujourd'hui, dans le cadre de son secteur, évidemment. Et tout ça fait l'objet d'une pondération, d'une quantification avec un score, parce qu'on n'a pas toujours de données brutes disponibles. C'est un sujet qui évolue. Mais en tout cas, c'est essentiel d'analyser les résultats. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant, parce que dans certains secteurs, on le voit, la transition vers l'économie circulaire, elle est encore naissante, mais nous désirons accompagner ces entreprises, les encourager, et dans le cadre de cette transformation, de leur transition. Et donc, c'est pour ça que les 2 autres piliers, eux, s'attachent plutôt à une vision prospective. C'est premièrement les engagements circulaires de l'entreprise. Nous allons regarder sa stratégie, ses allocations de ressources, à la fois les capitaux, les investissements, la recherche et le développement, et le management. Donc, l'engagement du management sur la thématique circulaire. Et ça, nous allons pouvoir le mesurer, entre autres, au travers de nombreux contacts, nombreux échanges que nous avons avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, nous choisissons d'investir. Donc, premièrement, nous avions les résultats circulaires, et puis ici, donc les engagements circulaires, et enfin, la tendance, et ce qu'on appelle souvent le momentum,
qui est important pour nous parce que nous voulons des entreprises qui sont inscrites dans une dynamique positive avec une vitesse qui permet de matériellement contribuer à la circularité. Donc, 3 piliers qui nous permettent de quantifier la circularité et qui guident réellement nos décisions d'investissement dans le cadre de ce fonds Circular Economy. Très bien. Et donc, du coup, comme on l'a vu dans l'étude, nous, les indicateurs, en tout cas, les entreprises reportent sur différents indicateurs. Donc, vous, vraiment, vous avez construit votre méthodologie, comme là, vous l'avez bien dépeint. Et donc, vos investissements sont déterminés à partir de ces catégories, ces 4 catégories. Est-ce que vous rentrez aussi en dialogue avec les entreprises pour leur demander plus d'informations, parfois, puisqu'il faut s'adapter aussi au modèle et c'est différent pour chacun? Ah, évidemment, absolument. Comme je le disais, c'est essentiel. Non seulement nous allons, dans notre modèle, évaluer l'engagement du management sur la transition vers l'économie circulaire, mais nous n'investissons pas sans avoir cet échange avec l'entreprise. C'est pour nous essentiel. Alors évidemment, on investit dans des grandes entreprises où les contacts sont plus formalisés et on a plus affaire à des personnes en charge des relations investisseurs, mais nous investissons aussi dans des petites entreprises. C'est d'ailleurs le cœur du portefeuille des petites et moyennes entreprises qui sont des pure players sur la transition vers l'économie circulaire, que ce soit la production de nouveaux matériaux, de bioplastiques, le recyclage, le traitement de déchets à la fois plastiques, mais aussi déchets textiles. On investit dans une entreprise qui a développé un process pour créer de la fibre textile à partir de déchets. Donc, on a avec ces entreprises un dialogue. Il faut bien comprendre comment elles s'inscrivent dans la transition pour aussi parfois leur donner un feedback d'investisseurs qui parlent aussi à d'autres entreprises et les encourager et récolter de l'information qui nourrit notre modèle. OK. Et en termes de critères d'éligibilité des entreprises dans lesquelles vous investissez, donc il y a effectivement tout ce modèle que vous avez construit. Là, vous nous expliquez que la taille de l'entreprise, c'était pas forcément, en tout cas, est-ce qu'il y a un requis justement sur cette taille? Est-ce que toutes les entreprises peuvent être éligibles? Alors, c'est un fonds article 9 SFDR. Donc, nous appliquons à ce fonds les critères les plus stricts en termes de durabilité, tels que pour toute la gamme article 9 chez Candriam. Donc, il y a déjà toute une série d'entreprises, de par leur qualité ESG dans laquelle nous n'investirons pas. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le fonds aujourd'hui est investi dans 55 entreprises au niveau mondial, avec une capitalisation boursière qui va de 200 millions d'euros à plusieurs dizaines de milliards. Donc, nous sommes très ouverts. Il y a seulement 2 secteurs, la finance et la santé, dans lesquels nous n'investissons pas parce qu'aujourd'hui, nous ne trouvons pas, et votre étude ou le manque de répondants du secteur de la santé tente à démontrer, ces entreprises ne sont pas aujourd'hui à la pointe sur cette transition. Donc, le secteur financier, c'est dommage parce que c'est un secteur qui finance toute l'économie. Mais donc, sinon, nous sommes très diversifiés en termes sectoriels parce que la transition vers l'économie circulaire, peut-être plus que d'autres thématiques environnementales, elle s'adresse à beaucoup de business models. Et on l'a vu notamment avec Elis, qui est dans le B2B industriel, de services, Fnac Darty dans plutôt le retail. Déjà 2 secteurs, on a pu voir les matériaux, l'industrie, etc., qui sont concernés par cette thématique. Super. Merci beaucoup, David, pour vos réponses très claires. Merci à nos intervenants. On va maintenant conclure avec Emmanuelle Ledoux, qui est la directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, pour finaliser cette session. Conclure, ouvrir. Déjà, merci à tous les intervenants qui sont venus témoigner de leur expérience en matière d'économie circulaire. Ça permet de donner corps à ce rapport qu'on a pu travailler avec le FIR ces derniers mois. Alors peut-être assez rapidement, parce que je vois qu'on se rapproche de l'heure du déjeuner, et ça en France, comme un peu partout, des moments assez sacrés. Je pense qu'on peut quand même confirmer finalement le constat qui a été fait au départ, qui est dans le rapport, que malheureusement, c'est vrai que l'économie circulaire, même s'il y a des entreprises qui sont actives sur le sujet, ça reste encore le parent pauvre de ces questions de transformation, développement durable, comme l'a indiqué Nathalie. Alors, c'est vrai qu'il y a des pure players qui peuvent plus avancer sur ces questions-là, mais on se rend compte qu'on a encore des difficultés à faire progresser ces sujets
avec ce paradoxe d'ailleurs on est désormais, j'ai en tout cas le sentiment, dans un monde alors post-pandémique, avec les crises, des difficultés d'approvisionnement, où la conviction elle est globale. Enfin nous, enfin de façon un peu en rigolant, on fait souvent la réflexion qu'on n'a pas le pas, enfin l'espèce de jumeau maléfique de l'INEC, qui serait l'Institut de la promotion du gaspillage. Donc tout le monde est bien sûr d'accord qu'il faut préserver les ressources, et tout le monde a conscience désormais que ces ressources sont finies. Pour autant, et c'est là qu'on le voit, le passage à l'acte, il est infiniment compliqué. Et on est beaucoup, quand on commence à parler d'économie circulaire un peu plus grand public, sur une forme de gadgetisation du sujet. Enfin, voilà, textile, on va parler un peu d'upcycling, etc. Mais la capacité à transformer les flux de façon significative et finalement à agir vraiment sur la question des ressources, ça reste un sujet délicat. Alors, beaucoup d'éléments ont été indiqués sur où est-ce que ça achoppe. Alors, j'ai entendu que ça citait la question de la formation, la mobilisation des conseils d'administration. Alors, nous, c'est aussi un sujet qu'on a eu l'occasion de travailler avec l'IFA. Donc, ils en ont conscience, mais bon, c'est long à mettre en œuvre. Il y a des réglementations qui nécessitent encore d'être sans doute mises en œuvre pour accélérer et sortir aussi, ça a été dit, il me semble, par Lorna de Amundi, de sortir du projet pilote. Et c'est vrai que nous, on voit ça dans beaucoup de domaines. On se dit, tiens, super, il y a des projets. Puis rapidement, on se rend compte qu'on voit toujours un petit peu les mêmes. Donc, le passage à l'échelle, il reste difficile. Et puis peut-être un autre axe, alors qui est un peu plus large, finalement, là, j'ai pas forcément beaucoup de réponses, ou en tout cas sur la façon dont on peut avancer, mais il me semble que ce qui est sûr, c'est collectivement, c'est aux entreprises, aux acteurs environnementaux, aux investisseurs, au pouvoir public, enfin à tout le monde de travailler collectivement. C'est sur ces questions d'économie circulaire et de préservation de la ressource, il faut qu'on soit vraiment en capacité de vouloir ce qu'on demande. Et finalement, c'est pas si simple. Donc, je vais prendre juste un seul exemple qui a été cité à différentes reprises. On parle beaucoup de resourcing, de réindustrialisation. Voilà, avoir conscience que quand on souhaite de la réindustrialisation, du resourcing, et que c'est ça qui est nécessaire aussi pour être en capacité de mieux préserver les ressources, ça veut dire remettre des usines. Donc, au niveau paysager, dans plein de champs, finalement, c'est assez signifiant. Et donc, il faut avoir en tête ça, que derrière, c'est des gros investissements, c'est une transformation de notre modèle économique, et que passer finalement cette étape de la conviction, qui encore une fois est partagée, réelle et totale, voilà, qu'est-ce qu'on est vraiment prêt à faire pour transformer sans se cacher derrière, on n'a pas encore les indicateurs, on peut rien faire. C'est peut-être pas du tout le cas aujourd'hui, mais qu'on entend un peu parfois, et voilà, la capacité à avancer vraiment et pour transformer cette conviction en réelle transformation. Et là, je pense qu'on peut acter collectivement qu'il y a encore un petit peu de travail. Et sur ce, bon appétit. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire, et notre publication sera disponible dans l'après-midi sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux avec l'INEC et le FIC. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.